Du coup, on est parti pour cette revue d'actualité du mois d'octobre-novembre. Donc, on va commencer comme un patch Tuesday de Microsoft. Donc, on a un rappel assez rapide sur le support. Donc, on arrive à la fin de leur version de Windows pour arriver à leur fin de support. Parce qu'elles avaient déjà été suite au Covid. Donc là, on est encore arrivé à la fin de support de cette version que on verra après. Alors, donc, Aurélien, Tuesday d'octobre. c'est parti. Donc, on est parti pour la revue d'actualité de l'OSIR sur le mois d'octobre et novembre. Donc, on va commencer, comme à notre habitude, par un résumé du patch Tuesday. Juste avant, un petit rappel sur la fin de support Microsoft. Donc, on arrive vers la fin de l'année 2020, ce qui signifie également une fin de support pour les différents systèmes Windows 10, notamment 17.09, 18.03 et 19.03. Mais il n'y aura pas que les systèmes Windows pour lesquels nous aurons une fin de support. On le reverra juste après. Parmi les vulnérabilités corrigées, donc 87 vulnérabilités, on va dire un petit mois par rapport aux 2 mois précédents. Une vulnérabilité assez intéressante qui s'appelle Bad Neighbor et qui permet en fait tout simplement de faire crasher une machine via un ping. Et on a également une vulnérabilité au sein de SharePoint qui permet de faire une RCE. Alors, en fait, cet exploit fonctionne en 2 temps. Tout d'abord, on va créer une page pour exploiter une SSRF et récupérer le fichier web.config qui est sur le serveur. Et à partir de ce fichier web.config, en fait, il y a une clé de validation qui va nous permettre d'ailleurs de créer une page, une view state, avec dans cette view state en fait une charge utile qui, lorsqu'elle va être désérialisée, va nous permettre d'exécuter du code en fait sur le serveur. Alors pour exploiter cette vulnérabilité, il faut avoir un compte qui possède les droits de création de page. Cependant, sur les instances SharePoint, c'est généralement une permission qu'on retrouve assez couramment dès qu'on a un compte utilisateur. Donc ça, c'est l'une des grosses vulnérabilités qui a été corrigée via le patch Tuesday. Donc il y a un exploit sur le framework Metasploit qui a été publié. Donc à partir du moment où on a un code, on a un compte sur la plateforme, normalement l'exploitation devrait être relativement aisée. D'un autre point de vue, donc on avait le fameux ping of death via Bad Neighbor. Donc normalement la vulnérabilité, étant donné que c'est un buffer overflow, en fait c'est dans la structure des paquets ICMPv6 et plus précisément les paquets de type router advertisement. On pouvait spécifier dans ces paquets une option pour spécifier les serveurs de nom de domaine, donc les récursifs, ce qu'on appelle les RDNSS. Et donc en fait, si on se réfère à la RFC, on a un champ de longueur pour ce champ RDNSS qui doit être de base à 3. Et pour chaque adresse IP qu'on va rajouter, on itérera cette valeur de longueur de 2 en 2. Donc normalement, on est censé avoir une valeur impaire. Il y a des chercheurs qui ont remarqué que si jamais on mettait une valeur paire, on pouvait provoquer un buffer overflow dû au mauvais traitement du paquet. Et donc là, pour l'instant, on arrive juste, entre guillemets, à faire des dénis de service. Mais dans la théorie, il serait possible de réaliser une exécution de code. Bon, ça fait quand même un ping of death pour un serveur Windows exposé en IPv6 sur Internet. La troisième vulnérabilité, elle concerne donc cette fois-ci le noyau Windows et plus précisément le pilote cryptographique CNG.6. Donc cette vulnérabilité elle est assez spéciale parce que c'est une vulnérabilité qui n'a pas encore de correctif, donc on pourrait parler de Zero Day. Elle nous vient en fait de l'équipe Project Zero de Google. Et donc, en fait, ça provient d'une erreur de troncature qui fait que à partir du moment où on spécifiait une valeur assez haute, le système allait allouer en fait un buffer de taille tronquée, puis il allait tenter de réécrire par-dessus avec la valeur de longueur spécifiée initialement. Donc ça provoque un buffer overflow et ça permet de faire une élévation de privilège, voire même de s'échapper d'environnement cloisonné. Pourquoi est-ce qu'on en parle de cette vulnérabilité? C'est parce que d'habitude, Project Zero donne 90 jours à l'éditeur pour pouvoir corriger cette vulnérabilité.
Or, cette fois-ci, ils n'ont laissé qu'un délai de 7 jours. Pourquoi? Parce que, en fait, cette vulnérabilité est actuellement exploitée. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas de correctif. Je pense qu'on pourra s'attendre à en trouver un d'ici le patch Tuesday de demain, normalement. Donc, ça, c'est pour les vulnérabilités. Du côté d'Oracle, on a 402 vulnérabilités corrigées. Donc, la différence entre les patchs d'Oracle et les patchs de Microsoft, c'est que Microsoft a décidé d'avoir un rythme de publication mensuel, là où Oracle va avoir un rythme trimestriel. Donc, c'est pour ça qu'on a un nombre de vulnérabilités beaucoup plus élevé. Les 3 vulnérabilités du coup qui ont fait parler d'elles, donc il y a 2 vulnérabilités qui concernent Oracle Fusion Middleware et plus spécifiquement le composant WebLogic qui était embarqué et qui permettait en fait via une requête GET d'effectuer de l'exécution de code. Et la deuxième vulnérabilité concernait Solaris et plus précisément en gros SSH qui nous permettait en fait via un paquet spécifiquement conçu d'exécuter du code arbitraire. Donc si on regarde du coup l'exploit WebLogic, on a 4 payloads qui nous proviennent du Census Institute qu'ils ont pu observer en fait sur leurs différents châteaux des illusions. Et donc j'ai fait un petit peu de coloration syntaxique pour montrer. Donc globalement, c'est sur le paramètre handle de la requête get, on pouvait directement spécifier la classe Java et à travers des caractères échappés, donc notamment les %22, %27, on pouvait exécuter des commandes arbitraires sur les serveurs. Vous noterez qu'il y a des commandes Windows, mais on peut également directement mettre là un constructeur Java String juste pour afficher une chaîne de caractères. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'Oracle a publié un premier correctif avec une blacklist sur certains caractères, donc notamment par exemple le %252E. Sauf que le problème de la blacklist, c'est que des fois, on n'a pas tous les caractères. Et donc, les chercheurs ont remarqué qu'en remplaçant le E majuscule par un E minuscule, on pouvait à nouveau exploiter la vulnérabilité. Et donc, Oracle a dû publier un deuxième correctif sous une vulnérabilité différente et en dehors de leur rythme régulier pour pouvoir corriger cette vulnérabilité. Je crois que Vladimir avait justement noté que c'était dans le pack de correction, il y avait l'exploit qui était livré avec, comme tu viens de le dire, et donc ça corrigeait pas tout, quoi. C'est ça. Dommage. Sur les navigateurs, donc là on voit que c'est quand même un mois qui est beaucoup marqué par les vulnérabilités exploitées entre guillemets in the wild. Donc sur Chrome, on a donc en fait il y avait 2 vulnérabilités sur la version desktop qui étaient exploitées dans des campagnes d'attaque. Donc la CVE 2020 15999 qui provient d'une corruption sur le tas dans le moteur JavaScript V8, ce qui fait qu'en fait on pouvait l'exploiter via une page HTML et du coup on pouvait réussir à exécuter du code. Et on a également la CVE du coup la CVE 16009, c'est la CVE qui est exploitée sur le moteur V8, et la CVE 15999 concerne en fait ça concerne FreeType 2. Et donc les chercheurs de Project Zero ont remarqué que c'était cette vulnérabilité qui était utilisée pour exécuter du code, et une fois que cette vulnérabilité était utilisée, ils la chaînaient avec la vulnérabilité qu'il y avait dans le noyau Windows dont on a parlé précédemment. Ce qui est intéressant en fait, c'est que cette vulnérabilité de FreeType 2, elle concerne pas Chrome, mais elle concerne en fait le moteur Chromium, ce qui fait que pour Microsoft Edge, qui est basé du coup sur le même moteur Chromium, on a également la même vulnérabilité. Donc c'est intéressant de voir qu'on a un peu le mapping 1.1. Et donc pour la version d'Android, on voit la CVE 2020 16010, qui est en fait une vulnérabilité dans le composant UI, qui, lorsqu'elle est exploitée, en fait, permet à un attaquant de faire du sandbox escaping et de l'élévation de privilèges sur le système. Sur la partie Edge à base de Chromium, forcément, le moteur étant le même, on va retrouver les vulnérabilités 1 à 1. Ce qui va être intéressant, c'est de voir à partir de quand on aura de nouvelles vulnérabilités qui se reportent pas, puisque ça voudra dire que les développeurs de Microsoft ont bien construit autour, par-dessus et éventuellement dans le moteur pour avoir un vrai service indépendant.
on va pas le voir tout de suite, mais peut-être dans 1 an ou 2, on pourra voir apparaître des failles qui soient dissociées. Mais d'ici là, je prends le pari que tout ce qui sera Chromium sera remonté en parallèle sur Edge. Sur Firefox, donc à la base, on avait 7 vulnérabilités qui avaient été corrigées ce mois-ci. On a une 8e vulnérabilité qui a été corrigée aujourd'hui ou hier, qui provient en fait d'un bug bounty et qui parvenait via l'écriture d'un OP-code de manière spécifique d'exécuter du code sur le système. Donc je parlais récemment de la fin de vie de Windows. Donc on a encore une vulnérabilité du côté d'Adobe qui a été corrigée sur Adobe Flash Player. Donc Adobe Flash qui devrait arriver en end of life normalement le 31 décembre 2020. Bon, d'ici là, on a encore des vulnérabilités à corriger. Donc là, un déréférencement de pointeurs qui permettait de faire de l'exécution de code. Du côté de Magento, on a des vulnérabilités qui sont assez courantes pour des applications web. Bypass de restriction lorsqu'on téléverse des fichiers sur le serveur, injection SQL. Donc des vulnérabilités qui sont plutôt dangereuses puisque en fait, avec le bypass d'ACL, on peut téléverser un web shell sur le serveur et à partir de là, exécuter du code directement sur le serveur. Donc après, en fonction des droits avec lesquels s'exécute le serveur web, on pourra avoir accès à plus ou moins d'éléments derrière. Et donc voilà, sur GitLab, là aussi, CSRF, XSS, passe traversal. Et donc là, notamment, je crois, pour tout ce qui était Docker, on avait un registre de conteneurs qui pouvait être DOS via une requête. Du côté de vCenter, on a une vulnérabilité qui a été montrée par le compte ptswarm, où via une requête GET sur le endpoint /em/vib, on pouvait en fait récupérer le contenu d'un fichier présent sur le serveur. Ce qui est intéressant sur cet élément-là, c'est qu'en fait, il n'y a pas que les installations entre guillemets de vCenter qui sont concernées, il y a également les appliances qui sont vulnérables. Et donc là, on voit via une requête GET qu'on peut récupérer la configuration Postgre. Côté ESXi, on a 6 vulnérabilités qui ont été corrigées qui permettaient la prise de contrôle du système, notamment via le protocole, je crois, OpenSLP. Et donc, ça faisait un peu écho à la conférence qu'on avait tout à l'heure de Christophe, où on voit que les hyperviseurs maintenant représentent des véritables serveurs de choix pour tout ce qui est opérateur de ransomware ou on va dire acteurs malveillants. Et donc en fait, via ces 2 vulnérabilités, la CVE 2019 5544 et la CVE 2020 3992, on pouvait exécuter du code arbitraire sur les ESXi sans authentification préalable. Et donc ce qui est intéressant, c'est que la première vulnérabilité, donc il y avait eu un correctif fait par VMware, et apparemment ce correctif n'était pas suffisant pour pallier la vulnérabilité, donc on a eu un second correctif ce mois-ci pour corriger cette vulnérabilité. Du côté des F5, il y avait plusieurs erreurs donc à travers l'interface TMUI, qui est l'interface web de management de l'appliance, XSS également dans l'utilitaire, qui pouvait amener du coup à la prise de contrôle du système via l'exécution de code. Et pour le Pulse Secure, donc on avait 8 vulnérabilités qui ont été corrigées ce mois-ci. J'ai pris les 3 vulnérabilités qui m'ont le plus marqué. Sur le client Linux, on a une élévation de privilèges, mais qui n'a pas été détaillée par l'éditeur. Sur les versions Mac et Windows, on a un man in the middle qui est possible, mais alors ça demande quand même comme prérequis d'avoir un serveur Pulse malveillant. Donc ça suppose qu'on a déjà entre guillemets un accès sur le réseau. Donc je pense que ça, c'est un scénario d'exploitation qui est peu probable. Et on a enfin une exécution de code dans l'interface d'administration web via une extraction gzip. Par contre, pour exploiter cette vulnérabilité-là, il faut avoir un compte valide. Donc il faut être authentifié sur l'interface. Je remarque dans le chat qu'on nous dit que pour la CVE 2020-3992, donc qui concernait les ESX,
il faut quand même être en mesure d'envoyer un paquet sur le port 427 de l'SXI. Donc en théorie, si on a une bonne politique de filtrage au niveau du firewall, on devrait pouvoir pallier à des campagnes d'exploitation opportuniste de cette vulnérabilité. Du côté de Cisco, on a eu près de 70 correctifs ce mois-ci. Donc celui qui a beaucoup fait parler, c'était une RCE dans le client AnyConnect, où en fait il y avait un manque d'authentification dans un canal IPC. Donc le canal IPC, c'est ce qui permet au processus de communiquer généralement avec d'autres processus. Et donc en fait, via ce manque d'authentification, on pouvait envoyer des informations et donc apparemment à terme exécuter du code. D'après les équipes de Cisco, c'est une vulnérabilité qui est en cours d'exploitation. De mon côté, j'ai pas trouvé le code sur Internet. On a également sur WebEx une RCE sur les environnements, sur les bureaux virtualisés, donc sur les applicatifs de type Citrix. Et on a également 3 RCE dans la fonctionnalité d'enregistrement de WebEx. Enfin, pour SD-WAN, on a 2 types de vulnérabilités. On a une création de fichiers arbitraires qui était due à un manque de validation. Donc, à partir de cette vulnérabilité, on peut potentiellement causer un DOS du routeur en réécrivant, par exemple, le fichier qui contient les identifiants ou d'autres fichiers de configuration nécessaires au bon fonctionnement de l'appliance. Et on avait également une élévation de privilèges via les fonctions de transfert de fichiers où en fait il était possible de réécrire n'importe quel fichier du système. Du côté d'Android et d'iOS, du côté d'Android, on avait donc les différentes vulnérabilités sur Chrome. Également, il y avait un heap overflow dans le décodeur SBR, mais plus d'informations à ce niveau-là. Pour iOS, on a 3 vulnérabilités qui sont actuellement aussi en cours d'exploitation. Donc la CVE 2020 27930 qui était présente dans le composant font parser, qui permettait de faire de l'exécution de code. Pour la CVE 2020 27932, en fait, c'était une élévation de privilèges qui était possible dans le noyau et donc d'exécuter du code directement sur le portable. Et pour la CVE 2020 27950, il était possible en fait de récupérer des informations de la mémoire du noyau à partir d'une application. Donc les équipes d'Apple, enfin du PCERT d'Apple, pensent que ces 3 vulnérabilités en fait sont exploitées ensemble, mais à ce niveau-là, on n'a pas plus d'informations. Parmi le top des vulnérabilités patchées de l'éditeur, j'ai restreint un top 10 normalement pour ce mois-ci. On voit que Microsoft est le premier cette année à avoir franchi la barre des 1000 vulnérabilités. J'ai fait un petit graphe pour essayer de voir quelle proportion finalement ça représentait ce mois-ci les nouveaux ajouts. Et donc on voit que typiquement pour Oracle, on a un très gros on a une plus grosse augmentation par rapport aux autres éditeurs. Ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément plus mauvais, mais vu que les correctifs sont publiés de manière trimestrielle, du coup, ça fait forcément des gros ajouts tous les 3 mois. Après, on note aussi que Apple a quasiment doublé en un mois, ce qui est assez important, quoi. Ouais. Concernant les informations, je vais commencer un petit peu par parler de TrickBot et Ryuk. Donc, en vue des élections américaines, Microsoft a tenté de mener une opération de démantèlement des serveurs de contrôle de TrickBot, donc qui est un botnet, on va dire assez redouté. Et donc, sur les 69 serveurs de contrôle identifiés par Microsoft, ils sont parvenus à en démanteler donc 62, ce qui fait plus de 80% des serveurs, ce qui est un score plus qu'honorable. Cependant, dans un même temps, on a remarqué que les attaques, notamment par Ryuk, donc, qui est un ransomware qui était souvent utilisé via TrickBot, notamment on voyait une chaîne d'attaque qui fonctionnait via Emotet, qui permettait ensuite de déployer TrickBot, et une fois que TrickBot était déployé, ce dernier allait déployer Ryuk. Étant donné que TrickBot a été en partie démantelé, le groupe d'attaquants désormais utilise le cheval de Troie qui s'appelle Bazaar Loader, donc qui est un
une sorte d'autre outil permettant d'avoir un accès à distance pour déployer Ryuk. Et donc là, le dernier record qu'on a justement entre la compromission initiale et le chiffrement des données, à la base, il était à 5 heures. Ce mois-ci, on avait eu un rapport où en effet, il avait réussi à compromettre et à chiffrer en 5 heures. Mais en fin de semaine dernière, on a eu un nouveau rapport où cette fois-ci, Ryuk a réussi, à partir de la compromission initiale, à élever ses privilèges et à déployer le ransomware sur tout le domaine en 2 heures. Et donc, comment ça se fait, entre guillemets? En fait, ça est passé par l'utilisation de Cobalt Strike, qui est un outil de post-exploitation qui facilite beaucoup d'opérations, notamment de persistance et de latéralisation, et l'utilisation de Zero Logon, qui permet du coup de passer administrateur de domaine via une requête. Donc, pour rappel, Zero Logon, donc c'est une vulnérabilité qui est pas triviale à corriger. Microsoft a déjà proposé un premier correctif pour déjà journaliser les différents endpoints qui pourraient faire des requêtes NetLogon vulnérables sur lesquelles repose Zero Logon, et que le correctif entier sera publié d'ici février. Et donc voilà, vu que c'est pas un correctif qui est entre guillemets trivial, vu que c'est un correctif en 2 temps, il n'a pas été forcément déployé partout à temps. Et donc là, on voit les effets dévastateurs où les acteurs ont réussi à devenir domaine admin très très rapidement, et à partir de là, compromettre l'entièreté du domaine. Si jamais on revient plus du côté français, on voit que notamment Soprasteria a fait de la communication sur la compromission dont ils ont été victimes en fin du mois d'octobre. On avait très peu d'informations à la base, où justement ils disaient qu'ils avaient été compromis et qu'ils travaillaient sur la compromission. Et donc Soprasteria, c'est un acteur majeur dans tout ce qui est cybersécurité, qui est plutôt reconnu. Mais voilà, c'est pas parce que on est un acteur majeur qu'on est forcément invincible. C'est un petit peu une leçon d'humilité pour les personnes qui travaillent dans le domaine. De toute façon, à partir du moment où on a un SI assez large, assez complexe, on a une surface d'attaque qui est beaucoup plus grande, et il suffit bien sûr d'une faille pour que Alors, ouais, pour Soprasteria, hein, c'est surtout un acteur majeur des ESN ou SS2I françaises, hein, et c'est là-dessus qu'ils sont bien connus. Ils ont effectivement des services de sécurité, des passiers, des choses comme ça. Le directeur général de l'ANSSI, il me semble que c'était devant le Sénat, hein, mais à vérifier dans une commission. Je pense que les gens qui suivent ça me corrigeront dans le chat. A dit que Soprasteria avait plutôt très bien réagi, et que ils avaient quelques serveurs, peut-être dizaines de serveurs qui avaient été infectés, que l'attaque avait été détectée rapidement, et qu'ils avaient réussi à stopper le déploiement rapidement. Donc effectivement, il y a eu pas mal de bruit autour de ça, parce que c'est une société qui a beaucoup de clients, et entre autres des groupes du CAC 40, et donc ils ont tout de suite prévenu leurs clients en disant le plus simple, le mieux, c'est probablement de couper les accès, ce qui a été pas mal fait, et c'est ce qu'ils ont fait aussi Soprasteria en interne. C'était au Sénat, me dit Anthony, merci Anthony, pour pouvoir limiter la casse, hein. Donc au final, beaucoup de communication autour de ça, parce que c'est un gros acteur, mais une réaction plutôt positive, hein, qui a permis vraiment de limiter la casse, même si aujourd'hui personne n'est à l'abri malheureusement de prendre un rançongiciel. On voit également, donc là c'était par rapport au paquet NPM, donc on a eu des packages en fait, donc qui sont des sortes de dépendances de bibliothèques qui faisaient du typo squatting, c'est-à-dire qu'ils ont réservé des noms très proches de bibliothèques utilisées de manière courante. Et en fait, ce qui se passait, c'est que ces bibliothèques, en plus de proposer, on va dire, les fonctionnalités de la bibliothèque de base,
installé en plus un reverse shell, ce qui permettait du coup aux acteurs d'avoir un accès distant sur les machines qui avaient installé par mégarde ces paquets-là. Donc ça peut être tout simplement une erreur d'inattention ou une faute de frappe. Et en fait, ça m'avait rappelé un chercheur qui avait fait pour s'amuser une petite expérience où en fait il avait réservé plein de domaines, donc cette fois-ci sur Pip, qui est le gestionnaire de paquets pour Python, des noms assez proches, et qui du coup on avait profité pour faire des statistiques et mettre un petit message pour sensibiliser les utilisateurs à faire attention. Donc mine de rien, ça montre que on peut aussi se faire avoir juste avec une faute de frappe, finalement avoir une application qui de base est compromise. Donc si ensuite on la distribue, ça peut amener à compromettre plus de personnes. Donc ensuite, on avait également une entreprise qui avait fait des statistiques en remarquant qu'en fait de plus en plus d'accès à des réseaux compromis d'entreprises sont vendus sur les forums de cybercriminels, donc tout ce qui va être Darknet. Les accès qui reviennent le plus souvent, bien sûr, c'est les accès RDP, puisque c'est les accès qui sont le plus souvent ciblés. D'ailleurs, il y avait d'autres recherches qui montraient que en fait les premières façons d'obtenir des comptes RDP, c'est pas nécessairement l'exploitation ou le dump de credentials d'AD, mais tout simplement le brute force. Donc voilà. Après, certaines personnes diront qu'exposer RDP directement sur Internet, c'est s'exposer à quelques problèmes. Mais après, on peut également penser à d'autres éléments où les personnes se font des relais. Pour le groupe Turla, qui est également connu sous le nom Ouroboros ou Snake, donc il y a l'entreprise Accenture qui a publié tout un rapport en fait sur la mise à jour des outils de ce groupe d'espionnage, donc notamment les trois souches, donc Hyperstack, Casuar et Carbon. Hyperstack, donc c'est une porte dérobée qui communique notamment via les Remote Procedure Call, donc le protocole RPC. Et donc en fait, à partir d'Hyperstack, on pouvait avoir le déploiement de Casuar qui permettait de gérer la persistance et la résilience de ce botnet, puisqu'en fait Casuar pouvait communiquer via des nœuds. Ça permettait de créer des nœuds de C2 et ensuite avoir une communication en peer-to-peer. Donc même si on arrivait à take down des serveurs de contrôle, on pourrait quand même avoir le botnet qui continue à fonctionner à partir du moment où on a les bons nœuds qui reçoivent toujours les informations. Du côté de Revol, on a un rachat du malware Kpot. Donc c'était plutôt intéressant dans la mesure où on voit vraiment qu'il y a une véritable économie, un véritable cœur de métier qui se crée chez les cybercriminels. Donc on va avoir les développeurs d'exploit, on va avoir les développeurs de malware, les opérateurs qui vont établir des accès sur les ASI pour ensuite les revendre, les opérateurs de ransomware. On parlait même à un moment de service Ransomware as a Service, justement, RAAS. Donc là, encore une fois, le coût de Kpot, je crois, le code source était proposé pour $6 500 et le groupe Revol avait clamé avoir fait des bénéfices de 100 millions. Soit, si jamais on faisait confiance à ce genre d'acteurs, on pourrait se dire que c'était une bonne affaire pour eux. Du côté des États-Unis, donc en effet, vu le contexte politique fort, et les différents éléments qui sont en jeu derrière. Donc on a remarqué que donc de la part de Microsoft notamment que les acteurs étatiques en fait ont ciblé les élections américaines. Donc il y avait le groupe Strontium qu'on connaît également sous le nom d'APT28 ou Front Cyber qui a ciblé plus de 200 organisations politiques. Le groupe Zirconium qui est connu sous le nom d'APT31 et qui est associé notamment à la Chine, qui eux ciblaient les différents VIP qui sont associés à la campagne Joe Biden for President ou les affaires étrangères. Et enfin, le groupe Phosphorus qui était associé à l'Iran, qui eux s'attaquaient aux personnes associées à Donald Trump.
Ce qu'on remarque également, c'est que donc il y a des failles VPN qui ont été utilisées pour accéder au système support. Ce qui était dit, c'est qu'actuellement il n'y avait pas d'informations qui laissaient penser à une exfiltration de données. Par contre, potentiellement, il y avait eu un accès du coup, sur les systèmes, et on remarque que ça passait par l'exploitation d'une vulnérabilité FortiOS qui datait, je crois, d'il y a 1 an. Et de Zero Logon aussi. Donc encore une fois, l'importance de garder ces systèmes à jour, même si tout ce qui est patch management, c'est des vraies problématiques, c'est pas des problématiques qui pour le coup sont triviales à répondre. Côté publication, on a la CNIL qui a publié un guide pour la gestion de l'identité numérique des personnes défuntes. Donc la problématique qui est un peu derrière, c'est comment gérer la mort numérique. Ce qui est notamment mis en avant, c'est que pour un réseau social ou pour une plateforme, c'est très difficile, voire quasiment impossible, de différencier finalement un compte inactif d'un compte d'une personne défunte. Et donc, sur cette page-là, on a finalement les actions que peuvent prendre les proches pour notamment notifier les réseaux sociaux et procéder donc soit à la clôture du compte, soit pour le cas de Facebook, il me semble qu'ils peuvent fermer la page et mettre en place une sorte de mémorial numérique pour que les personnes puissent faire leur deuil. De l'autre côté, l'ANSSI a publié donc un guide pour organiser un exercice de gestion d'une crise cyber qui est basé sur l'ISO 22398. C'est un rapport qui est très très complet de plus d'une centaine de pages qui est vraiment là en fait pour accompagner quelles sont les personnes à mettre dans la boucle, comment organiser les exercices de crise, comment les préparer, comment les dérouler et comment finalement faire également le rapport, quelles sont les conclusions à en tirer, comment les formaliser. Et donc, il y a quelques éléments en plus, des documents en plus, qui aideront justement à préparer ces exercices, avec notamment, je crois, un exemple de bout en bout de gestion d'une crise cyber, donc avec un exemple, et il y a également un chronogramme à faire. Donc voilà, c'est des lectures que je recommande vivement. De l'autre côté, on a l'ENISA, donc l'Agence européenne de cybersécurité, qui a publié son rapport sur l'état de la menace lors de la période 2019-2020. Donc c'est un rapport qui est séparé en plus de 22 rapports et différentes infographies, avec notamment de dessus les top 15 des menaces observées sur la période 2019-2020, avec en première position ce qu'ils appellent juste le malware, donc un terme un peu fourre-tout. Il me semble que le phishing reste dans le top 3. Et donc, ce qui était vraiment intéressant, c'était de voir en plus quelles sont les différentes menaces à prévoir, comment vont évoluer ces menaces. Donc, notamment avec cette période de pandémie mondiale et les différentes nouvelles problématiques qui ont été soulevées pour les accès distance, ça donne plus d'opportunités pour les attaquants. Et donc, finalement, les exploitations de VPN, on peut s'attendre à en voir plus. Et donc, ce qui était également intéressant, c'était de voir les chantiers proposés par l'ENISA à implémenter, donc notamment augmenter la recherche et développement, et surtout, elle demandait finalement aux institutions européennes de mettre en place des capacités de renseignement sur la menace, de threat intelligence, et donc de commencer finalement à essayer de faire des recherches sur le développement et l'assignation de TTP aux divers groupes d'acteurs, ainsi que le partage des dits TTP. Et donc notamment parmi les différentes mesures prévues, je pensais que ça pouvait être porté notamment en partie par le secteur public. Sinon, on revient à l'ANSSI et plus particulièrement au CERTFR, qui a publié un document donc, sur le cheval de Troie et Motet. Donc là, un rapport de threat intelligence, pour le coup, qui revient finalement sur les origines du groupe et son modus operandi. Et donc, ça fait finalement un peu suite à l'alerte qui avait été publiée en septembre 2020. Et donc, c'est intéressant parce que justement, Emotet avait une recrudescence d'activité importante, notable en France. Et donc, je pense que la publication de ce genre de document peut aider à prévoir cet acteur.
Côté business, Google est poursuivi aux États-Unis par les lois antitrust. Donc une plainte du département de justice et des États par rapport en fait à sa position, donc à un abus de position dominante par rapport à leur moteur de recherche et la publicité. Donc c'est assez rare ce genre de plainte. Je crois que la dernière fois qu'on avait une plainte par rapport aux lois antitrust, c'était par rapport à Microsoft et son quasi monopole avec Windows et Internet Explorer pour l'abus de position dominante. Et je crois qu'avant Microsoft, c'était AT&T. Pour le campus cyber, donc qui est une initiative visant à regrouper à la tour Area de la Défense une grande partie des acteurs de la cybersécurité, on nous a indiqué aux assises que l'initiative entrait dans une phase opérationnelle, donc avec un début prévu pour septembre 2021, et donc qui prendra pour le campus cyber la forme d'une société par action simplifiée, avec des financements publics et privés, financements privés qui s'élèvent à plus d'1 million d'euros. Et donc l'objectif du campus cyber est de retrouver diverses sociétés, startups, CERT, SOC, labos de recherche dans un même endroit à la Défense. Après, on va voir. Pardon. Après, on verra ce que ça donne, parce que maintenant que les gens ont goûté au télétravail, on va voir si tout le monde est prêt à retourner à la Défense. Exactement. Ensuite, au niveau de CrowdSec qu'on avait eu l'occasion et le plaisir de recevoir à l'OCIR, ces derniers ont réussi à lever plus d'1,5 million d'euros. Donc le principe de CrowdSec, en fait, c'est d'avoir une sorte de pare-feu collaboratif pour pouvoir bloquer les IP malveillantes. Et donc on parlait là du développement d'un modèle premium où en fait ils mettraient à disposition de leurs clients une API justement qui recense les différentes IP blacklistées. Et enfin, on a Splunk qui a procédé à l'acquisition de Plumber et Regor, qui sont respectivement des solutions de surveillance des utilisateurs et de ce qu'ils appellent l'expérience numérique. Donc là, on voit en fait le positionnement de Splunk sur les marchés de l'expérience utilisateur et du DevOps. Donc c'est intéressant de voir qu'un outil qui est souvent utilisé en sécurité pour gérer du log continue à développer ces différents usages. Niveau juridique, donc on a Alexander Vinnik qui est accusé d'être derrière le ransomware Loki qui a commencé à comparaître devant la justice française. Il est notamment accusé d'extorsion et de blanchiment en bande organisée, d'association de malfaiteurs et d'entrave au fonctionnement d'un stade. Ce qui a permis en fait de faire le lien entre Loki et cette personne, c'est notamment via sa plateforme d'échange de Bitcoin qui s'appelle BTCE, qui est connu pour être un mixeur qui faisait très peu de vérification sur l'identité de ses utilisateurs. Et donc, en fait, via les investigateurs américains, ils sont parvenus en fait à lier une adresse mail à cette plateforme BTCE. Et lorsqu'ils ont réussi à saisir le portable de la personne, ils avaient trouvé l'adresse mail connectée sur le portable, authentifiée. Donc voilà, là le procès est actuellement en cours, mais c'est intéressant de voir qu'on commence à voir, enfin je crois que c'est assez récent de voir les développeurs de ransomware traduits en justice. Donc on a enfin la conclusion d'une histoire concernant British Airways, donc qui avait été compromis, il me semble, en 2018. Et donc là, l'ICO, qui est l'équivalent de la CNIL au Royaume-Uni, a enfin fini son enquête. Et ils ont déterminé que British Airways n'avait pas pris les mesures nécessaires pour protéger les informations de leurs clients, et que les différentes mesures qui pouvaient être mises en place pour procéder à cette protection
ne nécessitait pas un coût excessif et ne présentait pas nécessairement de barrières techniques. Et ils ont donc jugé qu'elle avait fait preuve d'une grave négligence. Et donc, par rapport à l'amende initiale qui était prévue à 200 millions de livres sterling, ils l'ont baissé à 20 millions, suite notamment au Covid-19 et principalement à cause de ça. Alors c'est un peu, on va dire, dommage, parce que les Anglais auraient été les tenants du titre sur la partie amende, puisque en Europe, de mémoire, la plus grosse amende, c'est 50 millions pour Google, qui a été attribuée par la CNIL française. Ce retour, on vous en avait déjà parlé, c'était envisagé en juillet de mémoire l'année dernière, ça avait été validé en janvier par la CNIL anglaise, et donc même si c'est pas le RGPD qui s'applique en Angleterre puisqu'ils sortent de l'Europe, c'est encore applicable actuellement. 200 millions à 20 millions, finalement, c'est presque un coup d'épée dans l'eau, quoi. Donc c'est fort dommage pour les défenseurs des données personnelles et des négligences en entreprise. Sinon, du côté de la société Blackbaud, cette dernière est attaquée en justice après s'être fait compromettre par un ransomware. Le grand problème en fait avec cette attaque, c'est qu'il y a eu du vol de données bancaires, qu'ils ont payé une rançon pour supprimer les données payées. Et donc là, en fait, Blackbaud, c'est une société d'hébergement, notamment pour différentes sociétés de santé aux États-Unis, qui ont du coup commencé à procéder à un recours collectif, puisque certaines données bancaires et donc données à caractère personnel également ont été exfiltrées par les attaquants. Pour l'instant, les données qui avaient été exfiltrées n'ont pas été publiées, mais si jamais ça venait à être le cas, là, on peut dire que la société aurait tout perdu. Enfin, la Cour de cassation française a apporté une définition de ce qu'ils appelaient les conventions de chiffrement. Donc, c'est l'une des dernières jurisprudences. En fait, ce qui définit une convention de chiffrement, c'est tout ce qui va être moyen de cryptologie qui va être utilisé donc à partir du moment où en fait on utilise un code pour chiffrer son disque et faire en sorte que les personnes ne puissent pas accéder au contenu de ce disque pour des on va dire buts malveillants. Si jamais on est en garde à vue, on est entre guillemets obligé de donner le code de déchiffrement aux forces de l'ordre. Par contre, ça ne s'applique pas au code de déverrouillage du portable. Pour terminer, sur tout ce qui est du coup gestion des données à caractère personnel, donc on avait le Conseil d'État qui demandait au Health Data Hub, donc qui est une structure française qui contient notamment les sociétés de santé, qui demandait en fait d'éviter d'utiliser les plateformes comme Microsoft pour éviter les risques de transfert des données de santé vers les États-Unis. On a eu ensuite le CEPD, qui est en fait l'agence de gestion des données personnelles européen, qui demandait aux institutions européennes maintenant de ne plus transférer les données vers les plateformes américaines. Et en fait, cette demande, elle provient du site de gestion en fait de dépistage de Covid-19 pour le Parlement européen, qui possédait de nombreux trackers et qui du coup envoyait les données vers des plateformes type Google par exemple et autres. Ce qui fait que c'est aussi lié au fait que le Privacy Shield n'est plus appliqué et applicable, et qu'il faut des contrats spécifiques pour pouvoir faire ça. Et là, on parle non seulement de données personnelles, mais en plus des données de santé, qui sont des données particulières et qui sont des données sensibles. Donc là, effectivement, on a eu des retours sur le fait qu'il fallait arrêter d'exporter tout ça à l'étranger. Il y avait notamment également des craintes par rapport au FISA qui permet, si je ne m'abuse, aux services de renseignement américains d'accéder à des données hébergées sur le sol américain. Concernant les conférences à venir, donc il y avait
le FIC qui se retrouve reporté en avril 2021. Et alors pour la BotConf, je suis pas sûr qu'elle... Alors la BotConf aura bien lieu, elle a lieu en ligne en décembre. Là, on a eu l'info la semaine dernière. J'ai cru voir que Eric Fressinet était là. Si jamais il veut prendre la parole, s'il nous entend, il peut le faire. Donc il y aura des sessions vidéo préenregistrées qui sont déjà reçues et il y aura des moments pour les questions. Donc la BotConf se tient toujours. Vous pouvez aller voir sur le site, vous aurez les dates. C'est début décembre de mémoire. J'ai pas vérifié, mais il y a bien des gens dans le chat qui nous le diront. Sur les conférences, on se posait la question de savoir si vous étiez intéressé par une demi-journée ou une journée de JSSI, puisqu'on n'a pas fait cette année. Donc, n'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous trouvez ça intéressant. Et pour le FIC en avril, pour l'instant, c'est reporté à cette date-là, mais en fonction des conditions sanitaires, ça pourrait également être reporté plus tard. Voilà. Hop, on va passer à la séquence d'hiver. Sinon, je vois que tu as un grand oui pour la JSSI. Le premier troll, c'est des opérateurs de ransomware qui ont fait des dons en Bitcoin à différentes charités, notamment le Water Project et Children International. Ce qui est assez amusant, c'est que en fait, via ces donations, ils ont même reçu un reçu du coup qui leur permettait de demander une déduction d'impôt. Donc à voir si à partir de leur Bitcoin, ils souhaitent faire ça. Ça se tente de se donner une certaine fibre Robin des Bois en redonnant une partie de leur on va dire de leurs gains. Bon, après, il faut quand même pas oublier que ça reste des opérateurs de ransomware et que les actions qu'ils font ont des conséquences non négligeables pour les personnes, pour leurs victimes. Oui, ça me dérange pas d'être généreux avec l'argent des autres. C'est ça, exactement. D'ailleurs, le site web de la campagne présidentielle de Donald Trump s'est fait défacer et le message que vous voyez là a été affiché. Donc, où la personne déclarait qu'elle avait des informations critiques et confidentielles. Et en fait, ils ont fait une sorte de sondage avec 2 portefeuilles Bitcoin. Donc, il suffisait de donner pour si on voulait récupérer la data ou pas. Bon, évidemment, c'est un fake, mais c'était amusant de voir ce genre de scam. Bon, heureusement, parce qu'on avait déjà vu différents comptes Twitter qui avaient été compromis à l'époque via l'interface d'administration. On avait les comptes Twitter de Bill Gates et d'Elon Musk qui faisaient un crypto scam. Encore une fois, c'est d'un côté, heureusement que ça a été utilisé pour ce genre d'attaque, mais ça reste quand même assez effrayant. En France, sinon, on parle de créer le Cyberscore, donc qui se base un petit peu sur le Nutri-Score. Et donc en fait, le but c'est de donner un score de confiance. Je crois pas que les critères pour définir le cyberscore ont été communiqués actuellement. Non, je te confirme. Alors, je sais plus si c'est un député ou un sénateur. Il suffit d'aller voir sur son Twitter. Ouais. Il a balancé ça comme ça. Moi, j'ai essayé de parler avec lui. J'ai pas eu de retour. Il a pas dû avoir confiance dans le lapin. Et c'est dommage parce que pour y avoir de l'idée, maintenant, faut qu'il y ait du contenu et pas que ce soit quelque chose où on fume la moquette. On pourrait très bien avoir un cyberscore qui s'appuie sur les critères d'hygiène de l'ANSSI. Hein. C'est des choses qu'on pourrait faire et transformer, et ça créerait une nouvelle industrie de labellisation au sein de la cyber. Pourquoi pas, en tout cas, c'est une bonne idée. Maintenant, pas sûr que ça aille très loin comme intention. Voilà. Après, ça dépendra si jamais on veut évaluer le niveau de sécurité du système d'information de l'entreprise ou du produit qu'elle propose. Mais si c'est le produit, je pense qu'on a déjà les critères EAL pour certains produits. Oui, sur l'EAL, je pensais aussi à des notes qu'on pourrait avoir via une CSPN.
Et puis ensuite sur le cyberscore, ouais, encore une fois, hein, une notation qui s'appuie sur le guide d'hygiène de l'ANSSI pourrait donner des résultats. Mais encore faut-il avoir une base normée et des critères transparents pour les agences qui feraient ça. Alors sinon, parmi les autres trolls, malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de prendre le tweet parce qu'il a été supprimé. Donc en fait, Deloitte avait fait une campagne de communication en 2015 avec un site qui s'appelait Test your Hacker IQ, qui était en fait tout simplement une sorte de questionnaire pour des questions, avec des questions génériques sur la cybersécurité. Malheureusement, lors du déploiement du site, en fait, on a eu un déploiement en HTTP avec le fichier de configuration YAML accessible publiquement. Et il a même été possible, je crois qu'il y avait même un fichier .git sur le site. Oui, c'est ça, il y avait le point Git, il y avait les mots de passe de configuration des bases, je crois que c'était une base Postgres. Donc le site disait est-ce que tu as un quotient intellectuel supérieur à 185 ou 195, je crois. Et est-ce que tu deviendras un pirate? Et donc, dans les quelques minutes où ça a été mis en ligne, quelqu'un a regardé les fichiers de configuration présents et est tombé sur tout ça et l'a mis sur Twitter. Et ça a été vraiment une déferlante de grande rigolade. C'est ça. Bien sûr, le site n'est plus accessible depuis. Non, par contre, on doit pouvoir retrouver les posts Twitter là-dessus. Ouais, je crois qu'il y a les réponses accessibles, mais le tweet original a été supprimé parce qu'il ne respectait pas les règles de Twitter apparemment. Mais oui, ça rappelle la déclaration d'un certain président à propos de 197 de QI et de 15% du mot de passe. Le dernier troll, c'est les opérateurs de Maze qui annoncent la fin de leurs activités et qu'ils ont déclaré qu'en fait toutes leurs attaques, toutes les divulgations d'informations, tout ça, c'était juste pour montrer que les données étaient mal sécurisées et que quand ils reviendront, ils montreront qu'en fait on a un monde trop connecté et pas assez sécurisé. Bon, enfin, le niveau de confiance qu'on peut accorder est plus faible. Et je pense que c'est juste un communiqué. On avait parlé à un moment de cartel Maze, c'est-à-dire des acteurs qui s'étaient groupés. Et dans ce communiqué de presse, ils ont nié avoir créé ce cartel. Donc voilà, ça va conclure ce résumé. Bien, merci beaucoup Aurélien. Alors le prochain c'est le 15 décembre, t'es sûr? Moi j'avais noté le 8. Je sais pas, j'ai pris le second mardi. Ben, le premier c'est le 1, donc je dirais que le second mardi c'est le 8. Oups. Pas de souci. Donc prochaine réunion, non pas le 15, mais le 8, toujours en visio, hein, tant qu'on n'a pas de nouvelles sanitaires qui permettent de changer ça. Ça a permis aujourd'hui de monter à 85 personnes, je crois, qui ont assisté à la conférence. Donc c'est de toute façon bien plus que ce qu'on arrive à faire lorsqu'on se réunit. On commence déjà à avoir des propositions d'intervenants pour le mois prochain. Donc surtout si vous avez envie, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Se clôt cette séance sur la veille.